Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Louis, et aujourd'hui je vous retrouve comme prévu pour un nouveau cours commenté. Donc celui-ci c'est le chapitre 11 qui va traiter de l'astrométrie et des mesures de distance dans l'espace. Donc ce chapitre est inédit, bon, c'est normal, et fait suite bien sûr à la continuité des autres chapitres, des 10 premiers chapitres, qui sont disponibles bien sûr sur la chaîne comme d'habitude. Et aujourd'hui nous allons traiter justement de ce que c'est l'astrométrie et des mesures des distances dans l'espace. Voilà. Alors comme d'habitude et maintenant vous le savez, on va traiter un peu les photos vite fait. Donc ici on a un satellite, vous voyez, qui est sûrement en orbite. Je dis sûrement parce que ça se trouve c'est une sonde spatiale. Ici on a... j'arrête pas de cracher dans le micro, je suis désolé. Ici on a ce que c'est la parallaxe. Donc la parallaxe, je vous expliquerai ce que c'est dans ce chapitre-là. C'est une méthode pour mesurer des distances dans l'espace. Et quand on sera au niveau de la parallaxe... Oh ma souris elle est là, c'est bon. Elle marchait plus. Quand on sera au moment où je parlerai de la parallaxe, eh bien on reviendra sur cette photo. Ici, c'est le Soleil qui tourne autour d'un axe. Parce que oui, le Soleil tourne sur lui-même et autour d'un axe. Mais cette distance entre son centre ici et ici, c'est infime, hein, d'accord? C'est une petite partie. Comparé à ici et là, c'est complètement différent. Et ici, c'est Jupiter, vous la reconnaissez, hein. Ici, c'est son centre de gravité. Je crois que ça s'appelle le centre de gravité. Et ici, c'est l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, c'est une notion qu'on voit en terminale. Alors, moi, je suis en première, donc je vais tenter de vous l'expliquer avec mes mots, mais c'est bien plus complexe que ça. Et l'effet Doppler, c'est pour, pareil, mesurer des distances dans l'espace au niveau des galaxies. Pareil, quand on en parlera, on reviendra sur cette image et on traitera de l'effet Doppler. Voilà. Enfin, je vous expliquerai. Alors, donc, comme d'habitude, on va voir un petit sommaire. Donc, en grand 1, on va voir la définition des définitions, enfin, définition et généralisation comme d'habitude. En grand 2, on va voir les mesures des distances dans l'espace. Et en 3, l'application avec la méthode de la parallaxe. Alors grand 1, définition et généralisation. A. Qu'est-ce que l'astrométrie? Alors l'astrométrie, mieux connue autrefois sous le nom d'astronomie de position, est la branche de l'astronomie qui évalue la position, la distance et le mouvement des étoiles et des autres objets célestes. Par exemple des objets du système solaire, etc. Des comètes. Elle donne aux astronomes un cadre de référence pour leurs observations et sert à l'élaboration du temps universel. Parce que grâce à la distance, on peut mesurer la distance qui sépare de l'objet céleste. Donc, ce qui permet de nous donner un ordre de grandeur, on va dire. L'astrométrie est fondamentale dans des domaines comme la mécanique céleste, la dynamique stellaire et l'astronomie galactique. Elle est également la base observationnelle de l'étude de la dynamique des corps du système solaire, permettant notamment de confirmer le principe de Copernic et l'héliocentrisme. C'est-à-dire que si on a prouvé que la Terre tournait autour du Soleil ainsi que les autres planètes et que la Terre n'était pas au centre de l'univers, c'est grâce à des observations célestes et c'est grâce à des bases observationnelles et l'étude dynamique des corps du système solaire, comme c'est dit, donc les planètes, les astéroïdes, qu'on a permis de prouver que justement tout ça tournait autour d'un même centre, donc le Soleil, et que pouvait confirmer le principe de l'héliocentrisme de Copernic. Copernic, voilà, vous connaissez qui c'est, hein. B. Historique. L'origine de l'astrométrie remonte au moins à l'Antiquité. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Hipparque compile le premier catalogue d'étoiles et invente l'échelle de magnitude apparente. Magnitude apparente, c'est la brillance des étoiles. Au cours du temps, l'astrométrie a subi différentes évolutions avec l'invention du cadran solaire. Un cadran solaire, je crois qu'il y a dans une ville en France, je ne sais plus son nom, et je sais qu'il y a un cadran solaire. Il me semble qu'il y en a, je crois que si je ne confonds pas, je crois qu'il y a un cadran solaire. Et il existe même aussi un cadran lunaire. Le cadran solaire, c'est la position, je crois, du Soleil dans le ciel et des planètes, je crois. Si je crois que c'est ça. Et lunaire, c'est la Lune. De l'astrolabe. Alors l'astrolabe, vous savez sûrement ce que c'est. C'est une sorte de machine qui pareil donne la position d'objets célestes. Du célescope, n'importe quoi. Du télescope. Alors le télescope, bien sûr, c'est un gros mot, hein, ou lunette astronomique. Euh, je vais pas dire inventé par Galilée parce que ça n'a pas été inventé par Galilée. C'est juste que Galilée a eu l'idée de la pointer vers le ciel. C'est différent. Attention, hein. Galilée n'a pas inventé le télescope ou la lunette astronomique. Il a juste eu l'idée de la pointer vers le ciel. Voilà. Et du sextant. Le sextant, vous savez tout ce que c'est. C'est une sorte de... Je crois que c'est
Oups, pardon. C'est une sorte de pendule, ou je sais pas trop ce que c'est, qui donne pareil tout ce qui est au niveau des mesures des distances dans l'espace. Parce que si vous voulez, dans l'espace, les, les distances sont multipliées, par exemple, ainsi que le temps. Tout ça, c'est disproportionné. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, imaginez que sur la vie humaine par rapport à la vie spatiale. Alors, c'est un peu flou ce que je dis, mais imaginons comme quand l'homme a apparu sur Terre. L'homme il a apparu sur Terre à un moment, je ne sais plus exactement, jusqu'à aujourd'hui. Et ben, ce moment où il a apparu et le aujourd'hui correspond à même pas un mois à l'échelle astronomique. Donc voilà, vous imaginez un peu un ordre d'idée un peu. Et l'espace c'est pas infini, mais il y a tellement beaucoup de distance. Après, vous voyez que là, juste déjà, l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Je sais plus quelle est la distance. L'étoile proche de nous, hors le Soleil, hein, d'accord? Le Soleil, c'est quand même 150 millions de kilomètres. Après, vous allez voir que après 150 millions de kilomètres, on le convertit en une année-lumière. Une année-lumière, c'est la distance Terre-Soleil. Après ces mesures, ça va encore augmenter. On va devoir trouver une autre unité. On appelle l'année-lumière. L'année-lumière, faut pas confondre avec l'unité astronomique. L'année-lumière, c'est le temps que met la lumière pour arriver à notre œil. Voilà. L'année-lumière, c'est pas du tout à la vitesse de la lumière, hein. D'accord. euh, Tac, 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 tac. Et l'unité astronomique, c'est la distance en moyenne Terre-Soleil. Et la distance, par exemple, pour Neptune, elle est tellement éloignée du Soleil que on convertit sa distance en 30 années-lumière. Ça veut dire 150 millions de fois. Attendez. Euh, 30 années-lumière, ça veut dire qu'en gros, si vous voulez faire le calcul, 150 millions environ fois 30. Vous imaginez, déjà, on arrive à des 10 puissances et des brouettes. Voilà, donc pour éviter d'avoir des zéros, plein de chiffres derrière la virgule, ou plein de chiffres, on met comme sur une écriture scientifique en fait. Tout simplement, on réduit en trouvant d'autres unités, l'année-lumière ou l'unité astronomique. Et après, ça va encore plus loin que l'année-lumière, c'est le parsec. Donc, un parsec, c'est égal à 3,26 années-lumière. Et parsec, c'est la diminution de parallaxe seconde qu'on verra un peu plus tard dans ce chapitre. De nos jours, les mesures des distances des objets très éloignés sont effectuées par des méthodes photométriques. Donc, euh, alors par méthode photométrique, quand j'entends parler de méthode photométrique, c'est pour les objets loin de nous. Si vous voulez, ces méthodes photométriques ont été mis en place pour la découverte d'exoplanètes. Alors, comment on découvre des exoplanètes? Si vous voulez, on prend une nuit la photo d'une partie du ciel. Donc, imaginez, voilà, un télescope pointé sur une partie spéciale de la voûte céleste sur Terre, hein, je parle sur Terre. Imaginons qu'on prend une photo de cette partie du ciel et qu'une semaine plus tard, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend la même photo au même endroit, à la même heure, au même moment. On regarde le placement de tous les points et si on voit qu'un point a bougé par rapport à ce qu'il était, pardon, par rapport à ce qu'il était il y a une semaine, c'est-à-dire qu'il y a forcément une planète qui a bougé. Parce que les étoiles, vous savez bien, ça ne peut pas bouger. Donc je répète, on prend une photo d'une partie du ciel la nuit, une semaine plus tard on fait la même chose, et si on remarque un point a bougé par rapport à un autre, ça veut dire qu'il y a une planète, et généralement si c'est grâce à l'astrométrie, on arrive à déterminer sa distance, et, euh, et on arrive à savoir si c'est une exoplanète ou pas. Les exoplanètes, des exoplanètes, je vous rappelle, c'est des planètes hors système solaire. Voilà. Donc c'est des méthodes photométriques, c'est-à-dire qu'on prend une photo, on attend quelques jours, on reprend et on regarde si ça a bougé par rapport. Et grâce à ça, on peut mesurer des distances dans l'espace. Ou par l'utilisation d'indicateurs secondaires comme la loi de Tully-Fisher pour les galaxies qui relient la vitesse maximale d'une étoile à la magnitude absolue de la galaxie. Donc ça veut dire qu'on peut déterminer, grâce à la loi de Tully-Fisher, la distance d'une galaxie grâce à la vitesse des étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie et leur magnitude absolue. Et la magnitude absolue de la galaxie. Voilà. Bien sûr, la magnitude absolue, c'est déterminé dans des centres spatials, enfin dans des... C'est mesuré quoi. Et dès qu'on connaît la magnitude absolue de la galaxie et la vitesse maximale d'une étoile, ben, on peut facilement déterminer la distance qui sépare la galaxie de nous grâce à la loi de Tully-Fisher.
Grand 2 mesure des distances dans l'espace. A. Deux principales méthodes. Les systèmes de coordonnées. Donc l'astrométrie peut s'effectuer à l'aide de différents systèmes de coordonnées célestes. La plus simple est le système de coordonnées horizontales qui fait intervenir la sphère locale. Cependant, l'astrométrie moderne utilise le système de coordonnées polaires pour repérer la direction des astres. Chacun des astres doit être représenté par un point sur la surface d'une sphère de rayon unité. Pour repérer la position d'un des points, il faut la reporter sur deux plans perpendiculaires passant par le centre de la sphère à l'aide des deux autres angles. Une variété de facteurs introduisent des erreurs dans la mesure de position stellaire, incluant des conditions atmosphériques, des imperfections dans les instruments et des erreurs faites par l'observateur ou les mesures d'instruments. Plusieurs de ces erreurs peuvent être réduites par une variété de techniques comme l'amélioration des instruments et la compensation des données. Donc c'est peut-être compliqué à comprendre, mais donc imaginons que donc c'est la Terre ici. Donc par rapport au centre de la Terre jusqu'à la surface, ça crée un angle, juste ici, angle de 45 degrés. L'observateur, on trace une droite horizontale comme ça. Là, c'est toute la voûte céleste. Donc en gros, c'est par quoi on observe. À partir du prolongement du centre, on trace une droite. Ensuite, on trace une droite qui part d'ici horizontale, au vertical, donc 90 degrés et 0 degrés. Donc là, je ne sais pas ce que c'est comme angle. Là, ici, par exemple, il y aurait Proxima du Centaure, l'étoile polaire. Et ensuite, à partir après, donc l'angle de 90 degrés, il est coupé à 45 degrés par ça. Donc là, c'est 45 degrés. Et on recoupe cet angle, et là, on a un angle et un autre angle. Et cet angle et un autre angle nous donnent la distance par rapport à une étoile qui serait très loin par rapport à la Terre, ou des galaxies, ou etc. Donc nous voilà à la parallaxe. Donc les premières estimations de la distance qui nous sépare des étoiles des plus proches ont été effectuées par des mesures précises de la parallaxe et une méthode de triangulation utilisant l'orbite terrestre comme référence. Entre 1989 et 1993, le satellite artificiel IPARC, lancé par l'Agence spatiale européenne, a mesuré la parallaxe d'environ 118 000 étoiles avec une précision de l'ordre de la milliarc seconde, ce qui a permis de déterminer la distance d'étoiles éloignées de nous de plus de 1000 parsecs, donc 1000 fois 3,26. Vous faites le calcul et vous avez la distance en parsec des étoiles. Et après, pour convertir en années-lumière, je vous donnerai la méthode. Pour convertir en années-lumière, vous divisez ce nombre par la parallaxe annuelle de l'étoile que vous voulez, qui se situe à 1000 parsecs, de plus de 1000 parsecs. Cependant, c'est une méthode qui ne marche qu'avec les étoiles proches de nous. De plus, il faut baser les calculs sur la parallaxe annuelle de l'étoile. Oui, parce que la parallaxe diurne, ça ne marche pas. Donc voilà la parallaxe. Donc ici, c'est un schéma qui représente. On va retourner... voilà, juste ici. Donc je vais vous montrer par rapport à ça. Donc hop, ici vous avez l'étoile proche. Ça peut être n'importe quelle étoile. Ici vous avez le Soleil, orbite de la Terre. Donc là, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil avec un rayon R. Distance entre la Terre et l'étoile proche. Donc c'est en D. Et ben, la droite R et la droite D, quand elles se ressemblent à un point, si vous voulez, l'observateur, il va regarder. Imaginons ici c'est Vega. Voilà, imaginons là c'est Vega. L'observateur va regarder par exemple je sais pas, en juin cette étoile et 6 mois plus tard, donc c'est-à-dire à une demi-rotation autour du Soleil, n'importe quoi. Il est tard, hein, autour du Soleil. Donc imaginons que la Terre, pas imaginons, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, on va dire un an. Hein. Donc l'observateur regarde l'étoile ici, 6 mois plus tard il la regarde, et ben les deux droites qui sont là se rejoignent dans un point. Après ça continue, je vous expliquerai. Donc ici c'est des étoiles lointaines. Et ben grâce à la distance et le rayon, ici ça forme un angle. Juste ici vous voyez l'angle, et cet angle ça s'appelle la parallaxe annuelle de l'étoile. Et cette parallaxe, quand on la convertit cette parallaxe est donnée en milliarcs secondes, et quand on la convertit en arcs secondes, en faisant une méthode de calcul qu'on verra après, on peut déterminer la distance de cette étoile. Je vous montrerai tout de suite, enfin, tout à l'heure, comment on calcule justement la distance grâce à la méthode de la parallaxe. Je suis allé un peu trop loin. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous ai expliqué ici. Hein. Là vous avez l'orbite, donc voilà, vous avez compris. Et aujourd'hui,
Alors, pour les astronomes amateurs, il existe plusieurs programmes permettant d'effectuer de l'astrométrie. Pardon, certains sont plus performants que d'autres. Astrometica de Herbert Rabb offre beaucoup de fonctions d'analyse et il est idéal pour les besoins des astronomes amateurs. Un autre logiciel très efficace et convivial avec Lagoon Astrométrie de Benjamin Baquet, mais ce dernier est plutôt destiné à l'identification d'objets. Voici quelques sites, donc je vous ai mis quelques sites: Astrometrica, Astrometrie.net, XParallax-View, USNO, Astrometrie Archive Server, MPO, Computer Programme, etc. Donc tout ça, c'est des par rapport à avant. Vous avez vu qu'avant, on arrivait, enfin, on déterminait la mesure grâce à des sextants, à des télescopes, à un astrolabe, et là maintenant, aujourd'hui, ben, on a des sites, on a des logiciels permettant de faire le boulot. En fait, c'est l'ordinateur qui travaille en gros. On laisse l'ordinateur travailler, et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis, vous en doutez. Enfin, l'effet Doppler est tout aussi important dans la mesure des distances, notamment dans l'éloignement des galaxies déterminées grâce à leur spectre. On retourne au début, et je vais vous expliquer ce que c'est l'effet Doppler. Alors, imaginons que ici, ça soit pas le Soleil ou une étoile quelconque, imaginons que ça soit la galaxie d'Andromède. Voilà, pour la galaxie d'Andromède, N31, bon, vous connaissez. Euh, un observatoire va regarder cette galaxie d'Andromède et va identifier son spectre. Elle va avoir un spectre, vous voyez, plutôt bleuté. Allô, ma souris. Un spectre plutôt bleuté, vous voyez. Pourquoi je fais moi je suis paumé. Je suis fatigué. Hein. Fou, quelle heure? Ouais, il va être 1h du matin. Je suis crevé, moi. Donc, vous voyez que la galaxie tourne autour ça s'appelle ici un centre galactique. Là, ça nous donne, là, ça nous précise qu'elle tourne autour de ce centre galactique. Donc, elle tourne cette galaxie ou l'étoile. L'étoile, elle tourne autour de son centre de gravité. Mais comme je vous ai expliqué, le centre de gravité de l'étoile, par exemple du Soleil, elle est là. Mais cette distance, elle est très très courte par rapport à l'échelle astronomique. D'accord? L'échelle humaine, je sais pas, mais elle est très courte en tout cas. Pardon. Donc on observe son spectre, donc on voit que c'est un spectre très sinusoïdal, vous voyez, bleu. Après, pareil, à 6 mois d'intervalle plus tard, on regarde cette même galaxie et on voit que ce spectre, vous voyez, il a viré au rouge. Vous voyez, et il est moins sinusoïdal que le bleu. Alors s'il est moins sinusoïdal, donc sinusoïdal, c'est que ça fait des vagues, vous voyez, ça fait des vagues comme ça, par fréquence. En fait, c'est la fréquence. Vous voyez, c'est une sorte de fréquence en fait. En fait, c'est la longueur d'onde en lambda. Voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, chapitre 8, on fait des calculs avec la longueur d'onde. Donc chapitre 8, le soleil notre étoile. Hein. Donc vous voyez, c'est très comment? Ça fait des vagues. Là, ça fait pareil des vagues, mais vous voyez que c'est la distance entre ici, la distance entre ce point-là et ce point-là est beaucoup plus éloignée que cette distance entre ce point-là et ce point-là. Et ben c'est grâce, alors ça ne dit pas la viration, mais c'est grâce à ce changement de spectre, c'est-à-dire du bleu au rouge, de la galaxie, qu'on arrive à calculer grâce à la loi d'Hubble. Hubble, un physicien astronome, je crois, qui a donné son nom bien sûr au satellite qui tourne autour de la Terre. C'est grâce à la loi d'Hubble et l'effet Doppler qu'on arrive à calculer la distance de la galaxie. Voilà. C'est grâce justement à cette méthode-là. Donc vous voyez, c'est très compliqué à comprendre l'effet Doppler. C'est une notion qu'on voit en physique terminale et je suis qu'en première. Donc j'essaie de vous expliquer autant mieux que possible. Si vous avez de quoi en rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires à dire voilà, tu peux dire en plus que. Donc s'il y en a qui connaissent plus que moi l'effet Doppler, n'hésitez pas à m'en faire apprendre. Allez, on continue. Donc cette dernière partie traitera donc en 3 applications avec la méthode de la parallaxe. Donc la parallaxe, je vous rappelle, hein, c'est une méthode d'application pour calculer la distance par rapport à des étoiles qui sont proches de nous. Donc A, fiche astrométrique d'Altaïr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pas grand chose intéressant, enfin plus ou moins. Donc l'astrométrie, donc la vitesse radiale c'est pas intéressant, c'est la vitesse à laquelle l'étoile elle tourne sur elle-même. Alors pourquoi c'est moins 26,1? Parce que c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. 26,1 km par seconde. Le mouvement propre c'est pas intéressant, c'est par rapport à le mouvement propre, c'est ça. Quand c'est quand elle tourne
imaginons que là c'est l'étoile, là c'est son centre de sa vitesse radiale, quoi, comme je vous expliquais avant. Et ben c'est l'angle en fait que ça ferait. Par exemple, imaginons là, et qu'elle soit là après. L'angle, ça sera en milliards secondes, et c'est cette valeur-là. Donc ça c'est un point, premier point, alpha je crois, micro alpha, et là je sais pas ce que c'est comme signe, et là c'est un deuxième point. Je crois que c'est par rapport à l'aphélie et la périhélie, si elle est plus proche de son centre galactique ou pas. Donc 536,82 milliards secondes par année, 385,54 milliards secondes par année. Donc la parallaxe c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc la parallaxe annuelle de Altaïr, donc la constellation de l'Aigle, hein. Altaïr c'est l'étoile qui forme le triangle de l'été avec Deneb du Cygne et Vega de la Lyre. Donc Altaïr de l'Aigle, pardon. Donc la parallaxe c'est de 194,97 plus ou moins 0,86 milliards secondes. Ça c'est un ordre de grandeur, hein. C'est une estimation, une erreur d'estimation je pense. Donc ça veut dire que c'est à 0,86 milliards secondes près, hein. C'est pour éviter les erreurs. Et nous on va s'intéresser à cette valeur-là, 194,97. On peut arrondir à 195, bien sûr, c'est pas un problème. Mais pour que nos calculs soient plus précis, on va prendre 194,97. La distance 16,73 plus ou moins 0,07 années-lumière. Converti en parsec, c'est 5,13 plus ou moins 0,02 parsec. Et la magnitude absolue de l'étoile, c'est de 2,21. C'est pas une étoile très brillante. Et la magnitude absolue de Vega, c'est de 0. Voilà, 0. Alors là, donc je vais vous donner une formule. Donc c'est pas une formule internationale. Enfin, comment c'est pas une formule qu'on trouve sur Internet. C'est une formule que j'ai déduite. Donc formule pour calculer la distance d'une étoile par rapport à la Terre. Donc la distance Terre-étoile est égale à 3,26 divisé par la parallaxe annuelle. Donc la distance en années-lumière, 3,26 c'est 1 parsec. Ah, j'arrête pas de cracher dans le micro. C'est 1 parsec, c'est égal à 3,26 années-lumière. Et la parallaxe annuelle en secondes d'arc. Ou encore, la distance Terre-étoile est égale à 1 divisé par la parallaxe annuelle fois 3,6. 3,26, pardon. Voilà. Alors B, on va avoir une application. Donc calcul de la distance Terre-Altaïr. Alors calculer la distance Terre-Altaïr grâce à la méthode de la parallaxe. Donc les données, on donnera la valeur en années-lumière et en parsec. Et la parallaxe annuelle d'Altaïr, je l'avais vu avant, 194,97. J'ai marqué quoi 7. Bon, c'est arrondi, hein, c'est la même chose les amis. Hein. 194,7 milliards secondes. Alors on va faire en premier en parsec. Donc la distance Terre-étoile est égale à 1 divisé par la parallaxe annuelle fois 10 puissance moins 3. Pourquoi fois 10 puissance moins 3 Pour convertir milliards secondes en secondes. En arc secondes, d'accord Comme nous dit la formule. Hein. Ça c'est en secondes d'arc et pas en milliards secondes. Donc c'est pour ça qu'on fait 10 puissance moins 3. 0,001 si vous préférez. Donc c'est égal à 1 divisé par 194,7 fois 10 puissance moins 3. Donc c'est égal à 5,1 parsec. Qu'est-ce qu'on retrouve là 5,13 parsec. C'est plus ou moins la même chose. Donc la distance Terre-étoile est égale à 3, donc pour en années-lumière, la distance Terre-étoile est égale à 3,26 divisé par la parallaxe annuelle, 3,26 divisé par 194,7 fois 10 puissance moins 3, encore pour convertir en secondes d'arc, est égale à 16,8 années-lumière. La distance entre la Terre et Altaïr est de 5,1 parsec, soit 16,8 années-lumière. Ce qui correspond, vérification par Wikipédia, voilà, voilà. Astrométrie, donc vous voyez, distance 16,73 années-lumière et 5,13 parsec. Donc mes sources, Wikipédia, Google Images et bien sûr les sites au diaporama numéro 8, voilà, ici, que vous pouvez aller voir. Je crois que certains ne... Je sais pas si certains... Si ils sont tous encore présents sur Google. Mais en tout cas, Astrometrica, vous pouvez aller le voir, c'est un site assez sympa. Je crois que vous pouvez même télécharger. Bon, c'est en anglais, mais si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Donc écoutez, c'est la fin de ce cours commenté, donc j'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez, il est 1h06, je suis complètement crevé. Je vais aller me coucher, je vais aller au pieu. Alors moi je vous dis très prochainement, alors je vous avais promis, vous avez vu sur le site, un let's play rétro. Donc c'est officiel, je vais vous faire un let's play rétro, je vous dis pas sur quel jeu, vous verrez bien. Il sera disponible soit mi, soit fin juillet, je verrai.
Donc ça sera un let's play sur un jeu rétro, vous en doutez bien. Donc voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Il était assez compliqué, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser, je vais répondre avec plaisir. Si vous avez des informations, des conseils à me donner, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. Si vous voulez commenter, abonnez-vous, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, pour moi une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis bye. Allez, salut tout le monde.